Bonsoir et merci d'assister à cette nouvelle émission sur la narcolepsie, une somnolence diurne sévère liée à une maladie neurologique, une émission réalisée avec le partenariat institutionnel de Bioprojet. Donc pour cette émission sur le diagnostic et les filières de soins de cette maladie rare mais améliorable, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts sur le plateau de Fréquence Médicale. Avec nous le docteur Lucie Barato, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes neurologue au Centre de référence national narcolepsie, hypersomnie rare à l'hôpital Guy de Chauliac au CHU de Montpellier et vous êtes bien sûr spécialiste des troubles du sommeil et de l'éveil. Et avec nous sur le plateau, le docteur Sandrine Launoy-Rolina, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes pneumologue à Neuilly-sur-Seine, vous êtes spécialiste des troubles du sommeil et de la vigilance depuis plus longtemps quasiment que de la pneumo. Alors la narcolepsie est une maladie neurologique rare, on l'a dit, elle est malheureusement sous-diagnostiquée avec un retard diagnostique qui est conséquent alors qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. On écoute tout d'abord le témoignage de Manon Rigandet, présidente de l'Association française de narcolepsie, cataplexie et hypersomnie rare. On va retrouver des troubles du sommeil et de l'éveil, des troubles du tonus musculaire pour les personnes qui sont atteintes de cataplexie, des hallucinations et des paralysies dans le cadre de ce triptyque cataplexie, hallucination et paralysie. Mais aussi, c'est important de souligner qu'on peut retrouver des troubles cognitifs, troubles de l'attention, troubles de la concentration, la mémoire, les apprentissages. Les patients, par exemple, peuvent montrer des conduites automatiques dans la journée, des oublis, des difficultés à suivre une conversation. Par exemple, un élève qui va écrire de manière automatique dans son cahier tout en étant en proie à un endormissement. On va aussi trouver des troubles de l'alimentation avec une prise de poids chez à peu près un tiers des enfants et un quart des adultes dans les premiers temps d'apparition de la maladie. Ça peut d'ailleurs, par exemple, être un signal qui nous alerte sur l'apparition de la maladie. On va retrouver de la dépression chez à peu près un tiers des patients atteints de narcolepsie et une fatigue présente entre les siestes. Lucie Barato, votre réaction sur les propos de Manon Rigandet que je vous partageais, je pense, en grande partie? Oui, effectivement, donc elle a parfaitement décrit les symptômes de la narcolepsie. Donc il faut savoir que la narcolepsie existe sous deux formes, narcolepsie de type 1 et narcolepsie de type 2, qu'on appelait avant narcolepsie avec cataplexie et sans cataplexie. Et donc les symptômes qu'elle a très bien décrits sont au premier plan la somnolence diurne excessive qui peut être très sévère, très handicapante, mais aussi des symptômes en lien avec le sommeil paradoxal, comme les hallucinations liées au sommeil, donc à l'endormissement ou au réveil, hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques, des paralysies du sommeil également, où les patients ont une sensation d'être complètement paralysés pendant quelques secondes à la transition de la veille et du sommeil, et puis ce symptôme pathognomonique qu'on appelle la cataplexie, qui consiste en une perte de tonus musculaire brutale, imprévisible, et déclenché par une émotion en général positive. Enfin, on en parle beaucoup moins, mais c'est quand même très important, on en parle plus depuis ces dernières années. Les patients narcoleptiques ont aussi un sommeil de nuit fragmenté, perturbé, de mauvaise qualité. Et comme l'a très bien dit Manon, il y a des conséquences très importantes au niveau de troubles cognitifs, notamment de troubles des apprentissages chez les enfants, de troubles de mémoire et de difficultés de concentration. Alors on voit un tableau parfois extrêmement inquiétant, quand vous nous décrivez des hallucinations ou des pertes de tonus, je pense que ça interpelle tout le monde, mais des fois le tableau peut être beaucoup plus discret, d'où une espèce d'errance diagnostique. Effectivement, on a des degrés de sévérité très variables de la pathologie, avec encore une fois la somnolence qui reste le symptôme principal, mais les patients parfois arrivent à s'habituer ou en tout cas gérer leur somnolence, d'où potentiellement un retard diagnostique. Et ce qui est très important aussi de savoir, c'est que la somnolence est un symptôme extrêmement fréquent en population générale. On a tous ressenti déjà un peu de somnolence, par exemple en début d'après-midi, après le repas, ou bien après une privation de sommeil, après une garde. La somnolence étant un symptôme très fréquent, on peut passer à côté et ne pas forcément penser à une narcolepsie.
Oui, Sandrine Launois, donc quand on parle de somnolence diurne et excessive, c'est un terme bien scientifique pour dire qu'on a envie de dormir, on a tendance plutôt à évoquer, en particulier chez les adolescents, une dette de sommeil. On leur a dit qu'ils n'avaient pas été sages et qu'on ne leur fait pas confiance. Ou alors chez l'adulte, peut-être une apnée du sommeil, et donc ils arrivent parfois chez vous ? Oui, effectivement, là, comme disait Lucie, la somnolence, c'est un symptôme qui peut être un petit peu minimisé, on s'y habitue. Et puis surtout, on peut l'attribuer à d'autres causes que la narcolepsie. Comme vous disiez, chez l'adolescent, le jeune adulte, mais pas que, chez les adultes aussi, ça peut être en lien avec une privation chronique de sommeil. Et puis, effectivement, Lucie et Manon ont souligné le fait qu'un certain nombre de patients narcoleptiques avaient pris du poids. L'association somnolence diurne excessive et prise de poids, ça va assez facilement orienter vers une possibilité de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, le temps qu'on explore tout ça, on perd souvent du temps, effectivement. Et dans l'exploration d'une apnée du sommeil, est-ce qu'on peut faire un diagnostic sur les examens que vous faites de narcolepsie ? Non, quand on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil, on va faire une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie simple. Et quelquefois, on a des anomalies sur la polysomnographie, mais c'est pas comme ça qu'on va faire le diagnostic. Donc, ça retarde d'autant la prise en charge appropriée et le diagnostic de narcolepsie. Et du point de vue du pneumologue que vous êtes, même si vous êtes spécialiste du sommeil, les symptômes d'apnée par rapport aux symptômes de narcolepsie, c'est quoi pour vous le cut-off, c'est quoi le conseil que vous donnez à vos confrères ? Alors déjà, c'est de regarder le terrain. La narcolepsie, Lucie pourra en reparler, mais c'est une maladie du sujet jeune. Alors il y a des gens de tous âges qui ont des apnées du sommeil, mais un adolescent qui a une somnolence diurne excessive sévère, a priori, c'est pas un syndrome d'apnée du sommeil, c'est autre chose. Dans le syndrome d'apnée du sommeil, il y a tout un cortège de symptômes nocturnes, du ronflement, des pauses respiratoires nocturnes, une nicturie, des éveils avec suffocation. Et dans la journée, la somnolence diurne, là, en revanche, elle s'accompagne de signes qui sont assez proches de ceux que les narcoleptiques rapportent, sauf qu'il n'y aura pas de cataplexie, pas d'accès incoercible de sommeil, les siestes ne seront pas forcément rafraîchissantes, et puis il n'y a pas ce triptyque dont parlait Manon, hallucination, paralysie de sommeil et cataplexie. Oui, Lucie Barato, donc moi, dans les études, on ne m'a pas beaucoup parlé de la narcolepsie. Est-ce que dans les études médicales, actuellement, ça s'est un petit peu plus développé, au moins chez les spécialistes ? J'espère, oui, bien sûr. Donc, effectivement, on a très peu de cours sur le sommeil en général en médecine, mais les choses sont en train de changer. La discipline sommeil est en pleine expansion avec une formation, notamment la FST sommeil, formation spécialisée transversale sommeil, qui est accessible aux internes de diverses spécialités, donc neurologues, pneumologues, psychiatres, etc. Et donc, on a de plus en plus de formations et d'informations sur cette thématique et sur cette pathologie. Et alors, maintenant, les choses ont été quand même beaucoup plus structurées. En particulier, vous aviez participé, sinon dirigé, je ne me souviens plus, à un PNDS sur la narcolepsie avec une fiche qui est très bien faite de simplification pour les généralistes. Exactement. Donc, on nous a demandé en tant que centre de référence narcolepsie coordinateur, donc à Montpellier, le professeur Devilliers, qui est le chef de service de l'unité du sommeil, est aussi le coordinateur des centres de référence narcolepsie en France. Et donc, la demande était de rédiger ce document protocole national de diagnostic et de soins, donc PNDS, que j'ai rédigé donc en collaboration avec mes collègues pour expliquer tout le parcours de soins des patients en France. Et ce document est donc rédigé en français, il est très complet, il fait je crois plus d'une centaine de pages et il est accessible sur le site de l'HAS. Donc suite à cette émission, j'invite vivement mes collègues de toute spécialité à aller le consulter puisqu'on a expliqué tous les symptômes, la prise en charge, le parcours de soins des patients sur le territoire français. Alors on l'a évoqué, la narcolepsie n'est pas sans conséquences parfois extrêmement importantes sur la vie des enfants et des adultes qui en sont victimes. Et nous avons demandé à nouveau à Manon Brigandet de nous donner son sentiment sur le handicap généré par cette maladie.
De manière plus large, je pense il est important de souligner qu'il y a des conséquences sur la vie quotidienne, que ça soit pour prendre soin de soi, se déplacer, aménager son quotidien pour éviter les accidents domestiques. Il peut y avoir effectivement des chutes. C'est important aussi de penser que l'apparition de la narcolepsie a des conséquences sur la conduite automobile, pour lequel il est important de valider des tests auprès de son neurologue pour savoir si la conduite peut être autorisée et valider ce protocole de conduite avec la préfecture. Et puis, penser aussi qu'il y a des conséquences sur la vie familiale parce que la narcolepsie, elle touche le patient, mais elle touche aussi sa famille et l'entourage propre. Souvent, la famille doit s'adapter au rythme du proche. Je pense notamment aux parents qui parfois doivent adapter leur travail en fonction des endormissements de l'enfant, pour lequel les chutes, par exemple, en cas de cataplexie, sont très anxiogènes pour la famille. Et puis, on a des conséquences, évidemment, sur la vie scolaire pour les élèves, avec des endormissements en classe, des absences le matin, des troubles de la mémoire, troubles des apprentissages, mais aussi dans la relation avec les camarades, parce que la narcolepsie est vraiment une source d'isolement pour les patients. Et puis, les mêmes conséquences sur la vie professionnelle, avec des difficultés de concentration, de mémorisation, et parfois des personnes qui doivent adapter leur conduite, leur travail, parce qu'elles ne peuvent plus conduire, par exemple, s'il y a l'usage d'un véhicule. Et puis parfois des conséquences sur l'activité physique, comme on en parlait tout à l'heure. L'activité physique est plus restreinte et elle s'accompagne d'une prise de poids et de troubles alimentaires. Sandrine Launois, c'est des conséquences aussi graves que vous voyez chez ces patients ? Oui, absolument. Et Manon parlait des gens qui sont obligés d'adapter leur activité professionnelle. Moi, j'ai eu à suivre 2 infirmières, dont une infirmière anesthésiste. Et évidemment, ça pose de gros problèmes dans l'organisation quand les gens ont des horaires atypiques. Et Lucie pourra en reparler, mais ce qui est important de savoir, c'est que même sous traitement, il peut persister des troubles qu'il ne faut pas négliger et pour lesquels il faut vraiment soutenir le patient. Oui, Lucie ? Oui, effectivement, donc on dispose d'un certain nombre de thérapies pour ces patients narcoleptiques et heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut les diagnostiquer au plus vite. Je voudrais revenir sur ce qu'a expliqué Manon par rapport aux enfants à l'école. Donc on l'a évoqué en début d'émission, il y a un délai diagnostique qui est malheureusement trop long en France, il est environ de 8 à 10 ans. Donc imaginons chez un enfant de 7 ans qui commence à avoir des symptômes de somnolence dus à une narcolepsie. S'il y a 10 ans de délai diagnostique, il va avoir toute sa scolarité extrêmement impactée par les symptômes et la somnolence et donc un retard majeur des apprentissages. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté de ce type de patients, de jeunes patients. Et on a parlé de grands progrès ces dernières années dans la narcolepsie. C'est le triomphe de la neurologie qui a beaucoup démembré ces troubles ? Effectivement, donc la narcolepsie est une maladie extraordinaire puisqu'on a réussi à comprendre d'où venaient ces symptômes. Et donc pour faire simple, il manque aux patients narcoleptiques de type 1 une protéine, un neuropeptide qui s'appelle l'orexine ou hypocrétine et qui est synthétisée par des neurones de l'hypothalamus. Et l'absence d'orexine, d'hypocrétine, explique l'intégralité des symptômes de ces patients. Et il y a eu de très grands progrès dans ce domaine, déjà par la découverte de cette protéine, puis par la découverte de sa déficience dans la narcolepsie. Et ensuite sur le développement de nouvelles molécules. Donc les traitements de la somnolence sont un domaine en pleine expansion dans la recherche médicale. Et de plus, il y a eu depuis quelques années une découverte assez extraordinaire qui va consister à pouvoir donner aux patients des agonistes, des récepteurs de l'orexine. Donc finalement, on attend ça depuis plus de 20 ans. On va pouvoir leur donner cette protéine qui leur manque. On n'en est pas encore là, c'est au stade d'essai thérapeutique, mais c'est un espoir extraordinaire et une découverte révolutionnaire dans le domaine du sommeil.
Et on sait la cause de cette suppression de sécrétion de l'orexine dans la narcolepsie de type 1, pardon. C'est comme dans le diabète? Alors c'est un excellent parallèle, effectivement, on parle de narcolepsie de type 1 et narcolepsie de type 2, comme on parle de diabète de type 1 et diabète de type 2. Donc vous savez que dans le diabète de type 1, les patients n'ont plus d'insuline, donc on va venir compenser ce manque en leur donnant de l'insuline. Et bien dans la narcolepsie de type 1, les patients n'ont plus d'orexine, donc un des traitements, en tout cas qu'on va essayer de mettre en place dans les années futures sera de donner des agonistes de l'orexine. Et ça apparaît secondairement dans la vie, ça veut dire que c'est une maladie qui est liée à quoi? Qui est auto-immune, Oui, effectivement. Donc, on a 2 pics d'âge pour la narcolepsie qui sont classiquement 15 et 35 ans. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc on a parfois de très jeunes enfants dans les centres de référence. Par exemple, à Montpellier, on a eu un enfant de 5 ans diagnostiqué. On a aussi parfois des adultes ou des personnes beaucoup plus âgées. Mais classiquement, ces 2 pics d'âge, donc 15 ans et 35 ans, sont les moments de la vie où apparaît la narcolepsie. Donc l'hypothèse auto-immune que vous avez évoquée, elle est très juste. Donc on pense actuellement, sans en avoir la preuve formelle, qu'il y a un terrain génétique de prédisposition, avec notamment un allèle, l'allèle HLA-DQB1 0602, qui est présent dans à peu près un quart de la population en France et qui est présent dans 98% des patients atteints de narcolepsie de type 1. Donc c'est un facteur génétique qui est prédisposant, évidemment qui n'est pas suffisant pour développer la maladie. Et on a ensuite des facteurs environnementaux de type infectieux. Donc pour vous citer un exemple, une infection par la grippe ou bien un vaccin contre la grippe. On a beaucoup parlé du vaccin Pandemrix contre la grippe H1N1 dans les années 2009-2010. Donc ces facteurs environnementaux vont venir déclencher sur le terrain génétique prédisposé une narcolepsie de type 1. Voilà, donc très probablement un mécanisme auto-immun de destruction de ces neurones à orexine. Donc une maladie acquise qui va donc pas s'améliorer avec l'âge. On a vu que le diagnostic était parfois très tardif. Sandrine Launois, quand on vous envoie des somnolences et que vous dites c'est pas une apnée du sommeil, c'est plutôt une narcolepsie, pourquoi ça se produit à votre avis? Pourquoi on m'envoie les patients somnolents? Parce que dans l'esprit du grand public, somnolence, c'est apnée du sommeil, donc on les envoie au pneumologue. Mais effectivement, chez quelqu'un de particulièrement jeune, dont la somnolence est très sévère, qui s'accompagne de tous les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, quelqu'un qui ne ronfle pas, voire qui n'est pas en surpoids, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Évidemment, en général, on s'assure qu'il n'y a pas de dette de sommeil, mais très rapidement, enfin en tout cas moi c'est ma pratique, plutôt que de faire des examens à la recherche d'apnée du sommeil qui sont très peu probables, je préfère d'emblée passer la main vers un centre de référence de la narcolepsie et des hypersomnies rares pour que le patient soit d'emblée pris en charge par une équipe qui connaît tous les tenants, les aboutissants de la narcolepsie, ses conséquences et la prise en charge thérapeutique. Parce que l'exploration sera spécialisée. Mais est-ce que, par exemple, les 2 maladies peuvent être associées? Absolument, je crois qu'on a tous dans nos cartons des histoires de chasse avec des patients apnéiques, des vrais apnéiques, parfois même des apnéiques sévères, qui ont en plus une narcolepsie, ça arrive. Alors, en fonction de sa spécialité, on va d'abord faire le diagnostic d'apnée du sommeil ou d'abord faire le diagnostic de narcolepsie, mais ça fait partie des choses qui peuvent retarder le diagnostic, et je pense à une patiente que j'ai suivie qui avait erré plus de 10 ans parce qu'on lui disait que sa somnolence était due à ses apnées du sommeil qu'elle avait, mais elle avait aussi une narcolepsie.
C'est-à-dire que le piège, c'est si vous faites un enregistrement polygraphique, s'il est normal, évidemment, tout le monde va se dire que c'est pas une apnée du sommeil, mais s'il est un peu perturbé, quand on est dans la zone grise, c'est là où ça peut partir Absolument. En sucette. Et donc, il ne faut pas oublier tous les autres symptômes qui nous faisaient penser qu'il n'y avait peut-être pas juste un syndrome d'apnée du sommeil, et ne pas hésiter, une fois que le syndrome d'apnée du sommeil est stabilisé, si la somnolence persiste, à explorer la possibilité d'une narcolepsie. Lucie Barato? Oui, absolument. Donc, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Sandrine. Je suis absolument d'accord avec elle par rapport à ces symptômes. Il ne faut pas passer à côté de ce qu'on appelle les red flags, donc les drapeaux rouges. Quand on a face à soi un patient somnolent, encore une fois un symptôme qui est extrêmement fréquent en population générale, les red flags qui doivent faire évoquer tout de suite une narcolepsie sont le sujet jeune, avec des paralysies de sommeil, éventuellement, des hallucinations à l'endormissement ou au réveil, un mauvais sommeil de nuit et bien sûr des cataplexies, donc ce symptôme extrêmement particulier et qui est très spécifique à la narcolepsie. On ne peut pas le voir dans d'autres pathologies et il suffit parfois de poser la question aux patients, est-ce que lorsque vous avez une émotion forte, positive, est-ce que lorsque vous riez, quand vous racontez une blague, il vous arrive de vous sentir tout mou, d'avoir une sensation de faiblesse généralisée ou partielle, avec les genoux qui lâchent ou la tête qui tombe, ou des difficultés à parler, à articuler, parce que vous n'avez plus de force au niveau de la mâchoire. Donc, c'est des symptômes qui sont assez spécifiques, qui sont parfois pas évidents à décrire, mais il suffit de poser la question et si on a le moindre doute, le moindre red flags doit faire adresser ces patients auprès d'un centre de référence ou d'un centre de compétences pour rechercher une narcolepsie. Et dans la pratique, un médecin généraliste qui a un red flags, il peut vous adresser directement à un malade qui est fortement suspect de narcolepsie? Tout à fait. Donc, on essaye effectivement de raccourcir les délais au diagnostic et les délais de prise en charge. Donc, je dirais que c'est vraiment notre mission dans les centres de référence et de compétences de répondre à ces demandes. Et dès qu'un médecin, quelle que soit sa spécialité, donc médecin généraliste bien sûr, mais aussi les autres spécialités, pneumologue ou cardiologue ou autre médecin du sommeil, dès qu'un médecin pense à une narcolepsie, il peut nous appeler, nous envoyer un mail et on fera tout pour voir le plus rapidement possible ces patients pour ne pas passer à côté du diagnostic. Alors c'est effectivement un élément important dans la mesure où, vous l'avez souligné, il y a un retard diagnostique assez fréquent et on avait demandé à Manon Brigandet de nous donner son sentiment sur ce retard diagnostique. On a un retard de diagnostic d'environ 10 ans et un pic d'apparition de la maladie entre 10 et 30 ans. On a souvent un pic d'apparition notamment à 15 ans et à 15 ans, c'est l'âge où si vous voyez un adolescent s'endormir, on va d'abord lui dire qu'il a fait trop d'écran, qu'il s'est couché trop tard. En tout cas, on va mettre ça sur le compte de l'hygiène de vie dans un premier temps. Et puis aussi pour d'autres patients, on va avoir un délai de diagnostic parce que le premier diagnostic, il peut être psychologique ou psychiatrique et les gens peuvent mettre du temps à sortir de ces cases-là. J'ai pu voir aussi des patients pour lesquels le premier diagnostic avait été un diagnostic de TDAH, donc de troubles hyperactifs parce que on peut avoir des enfants et des adolescents qui, justement, pour ne pas être en proie à des endormissements dans la journée et des pertes de vigilance, vont être dans une hyperactivité pour contrecarrer justement cette fatigue et ces attaques de fatigue. Et voilà, souvent le diagnostic est retardé par un mauvais adressage au départ, et puis aussi parfois ça peut être en lien avec un premier diagnostic d'apnée, mais le diagnostic n'est pas forcément poussé plus loin sur un trouble du sommeil tel que la narcolepsie. Alors on voit des troubles du sommeil au départ, et puis on a tout un éventail de symptômes. Certains sont effectivement sans doute très évocateurs, d'autres c'est plus compliqué. On voit que c'est une pathologie qui peut être intriquée. Là, elle cite par exemple un pseudo-TDAH. Vous en pensez quoi, Lucie Barato ?
Oui, c'est effectivement encore une fois très juste. Donc, il y a chez les enfants une symptomatologie un petit peu différente des adultes sur plusieurs aspects, et notamment sur la somnolence. Donc, un adulte qui est somnolent va avoir des accès de sommeil irrésistibles, des siestes non programmées, du sommeil en journée, alors qu'un enfant, et notamment un jeune enfant qui est somnolent, va parfois lutter contre cette somnolence, ce qui va générer un certain nombre de troubles du comportement, et notamment des équivalents ou en tout cas une symptomatologie qui peut ressembler au TDAH. Donc le TDAH, je rappelle, c'est le trouble d'hyperactivité, trouble déficit de l'attention et d'hyperactivité. Donc ça peut vraiment donner ce type de tableau clinique, un enfant qui lutte contre la somnolence. Un autre signe d'alerte dont Manon a parlé tout à l'heure, c'est la prise de poids et la puberté précoce qu'on peut voir chez les jeunes enfants, qui sont aussi caractéristiques de la narcolepsie de type 1. Et vous, Sandrine Lenoy, à l'inverse, est-ce que ça vous arrive de voir des malades qui sont dans la case apnée du sommeil et où vous apercevez, parce qu'on vous les adresse pour des troubles du sommeil qui ne s'améliorent pas avec l'appareil, qu'ils n'ont pas seulement une apnée ou qu'ils n'ont pas du tout une apnée du sommeil ? Absolument. Moi, j'ai vu pas mal d'adolescents, beaucoup moins d'adultes, mais d'adolescents qui étaient adressés pour somnolence résiduelle d'un syndrome d'apnée du sommeil. Et en fait, quand on reprend l'histoire, quand on reprend l'enregistrement, éventuellement qu'on refait un enregistrement, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout d'une histoire d'apnée du sommeil, mais bien plus d'une hypersomnie, enfin d'une hypersomnolence. Et en creusant un petit peu, on a des signes vers la narcolepsie. La médecine du sommeil, c'est une médecine chronophage parce que l'évaluation clinique repose sur un interrogatoire de tous les domaines de la vie du sujet. Et donc, pour trouver tous ces petits signes qui parfois sont évidents, on peut voir l'enfant faire une cataplexie dans son cabinet, mais c'est pas toujours aussi évident, c'est très très long. Et donc, il faut vraiment se donner le temps de rechercher tous les symptômes dont Lucie et Manon ont parlé, de voir ce qui peut revenir à la part d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'une dépression, d'un TDAH ou d'une narcolepsie. Tout peut être intriqué, bien sûr, malheureusement, pour rendre notre travail plus difficile. Ça rend le travail difficile, mais passionnant. Et donc, Lucie, on voit qu'il peut y avoir de la dépression, des choses comme ça. Est-ce que c'est une maladie qui est intriquée aussi avec d'autres affections ? Effectivement, il y a un certain nombre de comorbidités notables dans la narcolepsie. Donc, on a parlé du surpoids, de l'apnée du sommeil, de la dépression, effectivement. Alors, ça va être indépendamment du fait d'avoir une pathologie chronique. Déjà, c'est déprimant en soi d'avoir une pathologie chronique, mais indépendamment de ça, on voit aussi de la dépression chez les patients, de l'anxiété également, et puis d'autres troubles du sommeil de type parasomnie, agitation nocturne, donc des troubles moteurs pendant le sommeil. Donc, il y a vraiment des comorbidités assez nombreuses dans la narcolepsie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on dispose d'un certain nombre de traitements, encore une fois, qui sont des traitements symptomatiques, mais qui vont nous permettre de traiter les différents symptômes de ces patients. Et notre objectif aussi dans les centres de référence, c'est d'essayer d'avoir une médecine personnalisée pour répondre à ces différents soucis. Donc les symptômes de la narcolepsie, les comorbidités et tous les symptômes dont a parlé Manon en termes d'altération de la qualité de vie, de troubles de la concentration, de l'attention, etc. Et heureusement aussi, vous avez quand même des examens complémentaires qui vous permettent d'avancer dans le diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler et nous dire exactement ce qu'ils vous apportent ? Effectivement, donc ils sont aussi détaillés dans le PNDS, si vous voulez les consulter, donc le protocole national de diagnostic et de soins. Donc on explique qu'il faut faire une polysomnographie, donc qui est différente de la polygraphie ventilatoire, puisque sur la polysomnographie, on va avoir des capteurs électroencéphalographiques, donc on va pouvoir identifier les différents stades de sommeil. Donc ça, c'est pour la nuit de sommeil en laboratoire. Et le lendemain matin, également en laboratoire, on va faire des tests itératifs de latence d'endormissement
qui consiste en 5 siestes réparties toutes les 2 heures, où on va inviter le patient à s'endormir, donc en conditions hospitalières standardisées, et on va donc calculer la rapidité d'endormissement, donc la latence d'endormissement, mais également la survenue anormale de sommeil paradoxal, puisque normalement on a du sommeil paradoxal au bout de 1 heure environ d'endormissement chez un sujet qui n'a pas de narcolepsie, et dans la narcolepsie on voit apparaître précocement du sommeil paradoxal. Donc ces tests itératifs de latence d'endormissement permettent de faire le diagnostic de narcolepsie de type 1 et de type 2, avec la différence, encore une fois, de la cataplexie à l'interrogatoire. Maintenant, on a un examen qui est encore plus sensible et spécifique, qui est la ponction lombaire, où on va pouvoir doser directement l'orexine dans le liquide céphalorachidien et donc montrer un effondrement du taux d'orexine dans la narcolepsie de type 1. Donc encore une fois, examen très sensible et spécifique pour le diagnostic. Mais est-ce que la ponction lombaire est obligatoire ? C'est une bonne question. Non, elle n'est pas obligatoire selon les critères diagnostiques actuels. Encore faut-il identifier des cataplexies de façon extrêmement claire et précise. Pas toujours le cas. Par contre, il est vrai que c'est l'examen qui permet de diagnostiquer formellement le patient, et avec toutes ces nouveautés et tous ces progrès qui vont arriver ces prochaines années et ces nouvelles thérapeutiques des agonistes de l'orexine, on essaye d'encourager quand même les patients à faire ce bilan complet dans les centres experts. S'ils le souhaitent, évidemment, ce n'est pas une obligation, mais s'ils sont d'accord, une ponction lombaire en centre expert peut vraiment permettre de poser un diagnostic extrêmement précis et de prendre en charge ces patients de façon appropriée. Sandrine Launois, donc vous êtes installée, vous êtes spécialiste des troubles du sommeil, vous êtes installée en libéral, donc le bilan dont vient de parler Lucie Barato n'est pas directement accessible, c'est-à-dire qu'une polysomnographie, est-ce que ça se fait en ville ? Est-ce que ça a un intérêt déjà de le faire ? Alors on peut faire tout à fait une polysomnographie en ambulatoire, on aura tous les capteurs qui permettent d'évaluer l'architecture du sommeil, mais on ne pourra pas faire ces tests itératifs de latence d'endormissement qui vont permettre vraiment de poser le diagnostic. Donc je suis installée en libéral depuis seulement 1 an. Avant, ce que je faisais pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, c'était effectivement faire une polysomnographie et des tests itératifs de latence d'endormissement. Et une fois que le diagnostic était quasiment certain, à ce moment-là, nous adressions quand même les patients dans un centre de référence ou centre de compétences pour avoir la prise en charge la plus optimale, pour que le patient puisse bénéficier des protocoles de soins et pas juste des médicaments, mais aussi de la prise en charge à l'école, au lycée, à la fac, sur le lieu de travail, et puis que les patients puissent bénéficier aussi des avancées thérapeutiques qui ne cessent d'arriver. Et donc, ça permettait après qu'il y ait un suivi conjoint. Là, effectivement, en ambulatoire, on ne peut faire qu'une polysomnographie, ce qui permet peut-être de diagnostiquer un syndrome d'apnée du sommeil qu'on va traiter, et ensuite on réévaluera la somnolence, et si on a toujours un doute de narcolepsie, à ce moment-là, on pourra envoyer le patient dans un centre de compétences. Mais quand on a le moindre doute que le tableau est atypique, je pense qu'il vaut mieux d'emblée passer la main, ça raccourcit le délai diagnostique. Et pour la polygraphie, donc on l'a dit, on le répète, la polygraphie n'a pas d'intérêt, sauf si vraiment on a une très forte suspicion de syndrome d'apnée du sommeil. La polygraphie ventilatoire, elle est vraiment réservée à des patients chez lesquels on a une forte suspicion de syndrome d'apnée du sommeil et qui n'ont pas d'autres troubles du sommeil. Alors en général, ce qu'on entend par là, c'est pas d'insomnie, mais c'est pas de suspicion d'un autre trouble du sommeil tel que peut-être une narcolepsie. Donc comme d'habitude, il faut bien interroger les malades et pas aller à la pêche avec des examens. Absolument, parce que sinon on risque de dire aux gens, non, vous n'avez rien, dormez plus longtemps et éteignez votre téléphone portable 1 heure avant d'aller vous coucher. On l'aura mis dans une et case. on retarde encore le diagnostic de 3-4 ans. Et Lucie Barato, dans le PNDS, tous les centres de référence sont indiqués et il y a un bon maillage du territoire ?
Effectivement, on a de la chance en France d'avoir un système de soins qui est, je trouve, extrêmement bien fait, en tout cas pour la narcolepsie et les hypersomnies. Donc, il existe 6 centres qu'on appelle les centres de référence. Donc, il y a 3 centres à Paris, un centre à Montpellier, coordinateur, un centre à Lyon et un centre à Bordeaux. Et ensuite, il y a une quinzaine de centres de compétences répartis sur le territoire français. Et vous pouvez, encore une fois, aller consulter ce PNDS en ligne pour trouver les coordonnées de ces centres et les adresses mail et les numéros de téléphone et les médecins à qui vous pouvez adresser ces patients. Alors effectivement, un parcours du patient parfois compliqué, mais qui s'est bien amélioré, comme en témoigne Manon Brigandet. Comme pour beaucoup de maladies rares, nous, on arrive souvent avec des patients qui viennent jusqu'à nous en ayant déjà les prémices d'un diagnostic qu'ils ont tenté de poser eux-mêmes en nous décrivant un petit peu leurs symptômes, etc. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on conseille, c'est dans un premier temps, de passer par le médecin généraliste, effectivement, qui, lui, va pouvoir faire un premier diagnostic différentiel en écartant tout ce qui peut être carence et mauvaise hygiène de vie. Et si effectivement on a ces symptômes-là qui perdurent, c'est important de pouvoir adresser le patient à un centre de référence ou un centre de compétences le plus rapidement possible, de façon à ce que la prise en charge et les premiers rendez-vous puissent s'enclencher, puisqu'on sait que on va avoir un premier rendez-vous avec un neurologue, et puis ensuite seulement les tests comme la polysomnographie, les TIL ou les TME qui pourront être passés. Donc voilà, tout ça prend du temps, et c'est important d'adresser le patient au plus tôt pour diminuer ce délai de diagnostic de 10 ans. Alors, vous nous l'avez dit, Lucie Barato, un bon maillage avec des centres sur tout le territoire. On peut adresser les malades sous réserve qu'on ait des arguments cliniques pour le faire directement dans un centre. Les délais en fonction des centres, c'est quoi? Parce que vous pouvez quand même pas voir tous les malades qui ont des troubles du sommeil, j'imagine. Alors, c'est un petit peu difficile de vous répondre dans l'absolu, parce que donc, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents. Là, on parle beaucoup de somnolence, mais le trouble le plus fréquent, la plainte la plus fréquente, ça reste l'insomnie. Donc, on a aussi beaucoup de patients qui viennent nous voir pour d'autres motifs. En tout cas, dans les centres de référence et de compétences, encore une fois, on essaye que ces patients, et notamment les jeunes patients, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, qui ont une somnolence et une plainte et une suspicion de narcolepsie, soient pris assez rapidement. Donc, je dirais que c'est vraiment de l'ordre de quelques semaines. On a des créneaux spécifiques. Alors là, je vais plutôt parler pour Montpellier, parce que je ne suis pas certaine dans les autres centres, mais je pense que ça s'organise à peu près de la même façon. On a des créneaux spécifiques pour recevoir ces patients. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous les adresser. Et ce que je voulais préciser aussi, par rapport à un commentaire qu'a fait Manon, en disant qu'il faut effectivement d'abord aller voir son médecin traitant quand on est un patient, ce qui est tout à fait normal. On essaye vraiment de travailler aussi en collaboration avec ces médecins de ville et les médecins spécialistes du sommeil qui ne sont pas dans les centres de référence et de compétences. Donc c'est vraiment un travail main dans la main, une interaction avec eux pour discuter de cas difficiles, de suspicions diagnostiques, et ensuite, effectivement, pour organiser la prise en charge également. Parce que, comme vous dites, on ne va pas pouvoir tout gérer dans les centres, malgré toute notre bonne volonté. On a besoin aussi de l'aide des médecins du sommeil en ville et des médecins généralistes pour optimiser les prises en charge. Alors ça, c'est pour l'enfant, on comprend qu'il y a un circuit prioritaire. Pour les adultes qui étaient partis dans la mauvaise case, comment ça se passe avec... Oui, dans mon expérience, il y a la même réactivité pour les adultes que pour les enfants. Donc je confirme, en tout cas à Paris, il y a la même réactivité, parce qu'effectivement, cette réactivité fait partie des missions des centres de référence, et ils y sont très attachés. Après, effectivement, c'est vrai que le maillage avec les médecins traitants et les autres spécialistes du sommeil est important, parce que
que parfois les centres de référence sont éloignés du domicile du patient et donc ça peut tout à fait s'imaginer une prise en charge mensuelle ou tous les 2 mois par un médecin du sommeil près du domicile du patient et une consultation occasionnelle dans le centre de référence. Personnellement, moi, c'est comme ça que ça marche et ça marche très bien pour le bénéfice du patient. Et alors, donc, au bout de tout ça, il y a effectivement les possibilités thérapeutiques dont on ne va pas rentrer dans le détail, mais beaucoup sont des psychostimulants. Ils n'ont pas toujours bonne presse. Lucie Barato, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces traitements ? Absolument. Alors, on a de nombreux, je dirais, assez nombreux traitements éveillants qu'on va pouvoir donner à nos patients. Donc, des traitements symptomatiques. On ne sait pas encore traiter la cause de la narcolepsie. Donc, l'idéal serait de prévenir la destruction des neurones, mais ça, on ne sait pas du tout le faire. Donc, on va devoir compenser les symptômes du patient et, en premier lieu, la somnolence. Donc, on va avoir des traitements éveillants sous forme de comprimés qui se prennent le matin, le midi, qu'il va falloir ajuster en termes de dosage pour obtenir donc un éveil suffisant et éviter les effets secondaires. Donc, vous disiez que les traitements psychostimulants n'ont pas toujours bonne presse. Je dirais oui, presque malheureusement pour les patients narcoleptiques, parce qu'ils ont vraiment un seuil d'éveil inférieur à la population, puisqu'ils manquent d'orexine. L'orexine étant le chef d'orchestre des systèmes de veille et du sommeil. Ils arrivent quand même à dormir et à rester réveillés à certains moments de la journée, mais ils ont vraiment une dysrégulation de ces systèmes d'éveil et ils ont besoin de ces traitements éveillants. Donc, on dit qu'ils n'ont pas bonne presse, mais s'ils sont bien prescrits par des médecins spécialistes dans des centres de référence avec une surveillance appropriée des effets secondaires et notamment de la tension artérielle, alors il n'y a aucun problème et on arrive à optimiser la prise en charge et à donner ces traitements sur le long cours. Et le mécanisme, c'est quoi ? C'est des dopaminergiques, c'est d'autres classes ? Donc, on vient de mentionner différents traitements éveillants, donc avec des psychostimulants qui agissent via la dopamine et des traitements un peu différents qui agissent sur l'histamine, donc qui sont des éveillants non psychostimulants. Il faut savoir qu'en France, on a l'autorisation de mise sur le marché depuis peu de ce traitement, notamment qui agit sur l'histamine, chez l'enfant. Ce qui est une avancée importante dans le domaine puisque des études ont prouvé l'efficacité et la tolérance de ce traitement chez l'enfant narcoleptique. La prévalence de la narcolepsie est assez faible, mais probablement sous-estimée. Donc, on est sur une prévalence de 0,026% de la population, ce qui fait un cas sur 2000. Mais encore une fois, on a un retard majeur du diagnostic et les conséquences peuvent être dramatiques, notamment chez les enfants, avec un échec scolaire parfois, un retard des apprentissages majeur en lien avec les symptômes et notamment la somnolence. Et il faut savoir qu'une campagne de sensibilisation grand public, narcolepsie, somnolence va être programmée au début de l'année scolaire 2023 en France pour justement sensibiliser le grand public à cette problématique. Et alors, à côté de ce traitement spécifique pour jouer sur l'éveil, il y a aussi toute une hygiène de vie, et donc c'est un traitement global de la maladie qu'il faut mettre en place. Sandrine Launois ? Oui, absolument. Donc, Lucie a énuméré les possibilités pharmacologiques, mais bien sûr, ça doit s'accompagner de siestes programmées, d'une hygiène de sommeil optimale. Et les narcoleptiques comprennent assez vite le bénéfice de programmer des siestes. Évidemment, on a besoin de les aider parfois vis-à-vis de l'école, vis-à-vis du lieu de travail, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs en France. Mais quand on explique bien aux médecins du travail, aux médecins scolaires de quoi ils retournent, dans mon expérience, ça pose pas trop de problèmes. D'accord. Eh bien, écoutez, on arrive un petit peu au terme de cette émission de type regard croisé sur la narcolepsie. On va écouter le message de Manon Brigandet avant le vôtre.
qui me semble important à véhiculer comme message en tant que présidente de l'association, c'est de dire que effectivement c'est une maladie qui est très invalidante et avec laquelle on va devoir composer parce que c'est une maladie qui ne disparaîtra pas. Mais le message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est un message positif, c'est-à-dire en tant que patient, soyez acteur de votre prise en charge, que ça soit dans le lien avec votre spécialiste, que ça soit dans la mise en place de stratégies et de modifications de votre vie quotidienne, le lien que vous faites avec votre famille, la sensibilisation que vous pouvez faire auprès d'eux, auprès de votre employeur, auprès de l'école, si c'est votre enfant qui est atteint de ce trouble-là. Et puis, j'ai aussi envie de vous dire d'être, en tant que patient, d'être patient, mais aux deux sens du terme, c'est-à-dire être patient, c'est-à-dire actif de votre suivi et de ne pas laisser votre maladie prendre toute la place et décider à votre place, mais aussi être patient dans le sens où une fois le diagnostic posé, on va vous proposer différents traitements et ces traitements-là, ils prennent du temps à s'ajuster, à trouver le bon dosage. Parfois, c'est la combinaison de plusieurs traitements qui vous conviendront et ça sera pas forcément le premier. Donc voilà, il faut prendre le temps de s'écouter, de voir ce qui peut fonctionner pour vous et de ne pas laisser tomber les traitements parce que vous avez l'impression que tout ne fonctionne pas tout de suite. Oui, effectivement, vous ne redeviendrez pas peut-être exactement ce que vous étiez avant, mais vous pouvez devenir une très bonne autre version de vous-même en organisant votre vie quotidienne, en respectant des siestes préventives, une hygiène de vie qui soit assez routinière, et puis en aménageant votre quotidien, comme je le disais, que ce soit le travail ou la scolarité, et éventuellement en déclenchant des aides auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Sandrine Launois, votre message à vous, pour vos confrères, c'est quoi ? Mon message pour les confrères, c'est que la somnolence, c'est un symptôme totalement non spécifique, très fréquent, et que pour bien orienter les patients, il faut se tourner vers la sémiologie fine, interroger les patients, leur faire passer éventuellement des échelles, faire tenir un agenda de sommeil, et grâce à ça, on oriente le patient vers l'équipe ou le test diagnostique approprié pour faire le bon diagnostic. Faire confiance à son sens clinique et quand il y a quelqu'un qui est dans une case et que vous trouvez que ça ne correspond pas à la case, absolument. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause. Absolument. Et vous, Lucie Barato, vous aurez le mot de la fin, donc ? Absolument, donc j'insiste encore une fois sur ces red flags que vous pouvez identifier devant un patient somnolent. Donc si vous avez un sujet jeune avec une prise de poids rapide, une somnolence sévère et des phénomènes comme une activité de rêve lors des siestes, des hallucinations, des paralysies, voire des cataplexies, n'hésitez pas à nous adresser ces patients en centre de référence et de compétences. Vous avez dit les enfants tout à l'heure, mais également les adultes. On ne fait pas de tri enfants-adultes, donc tous ces patients peuvent être reçus et bilantés dans les centres pour rechercher cette maladie rare mais handicapante et avec un traitement qui peut changer la vie des patients, comme l'a dit Manon. Eh bien, cette émission sur l'évocation et le diagnostic de la narcolepsie est terminée. Merci beaucoup à nos invités pour ce débat original et passionnant sur une maladie qu'on espère améliorer rapidement. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Fréquence Médicale.